Donc, nous sommes rassemblés ici ce soir dans le cadre d'un projet ponctuel qui a été gracieusement financé par le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Donc, l'histoire du dodo constitue un moment privilégié pour éveiller la conscience des enfants au monde qui les entoure, puisque la littérature jeunesse vient souvent d'ailleurs, des États-Unis, du Canada anglais, le Québec et la France. Les parents franco-ontariens peuvent trouver difficile de partager à leurs enfants des histoires de chez nous. L'objectif principal de cette session de consultation sera de discuter des besoins des familles en matière de construction identitaire et de revoir une étude de cas, le règlement 17 à Sudbury, en vue de déterminer comment une littérature de jeunesse franco-ontarienne pourrait mieux répondre aux besoins de construction identitaire des enfants et des jeunes adolescentes. Raoul était une femme. C'est une histoire vraie. Donc, les dialogues sont inventés, mais tout le reste, tout est vrai. Tout est vrai. La madame a fait ses recherches. J'ai adoré ce petit livre-là. Ce sujet, c'est dans l'histoire. Hein, ça se passe il y a un siècle, 1915 à 1970. Voir les personnages sont tous réels. Ça va être documenté. Il y a juste les dialogues qui sont inventés. Raoul, tu me caches quelque chose, prise de parole 2019. Moi, j'ai beaucoup aimé. Puis, justement, c'est le genre de choses que j'aimerais faire avec mon règlement 17 ici. Parce que c'est ça, c'est un peu indigeste comme source. Généralement, un bon livre jeunesse a une mise en situation, des personnages clés, un grand principe, un conflit, des moments d'humour, une résolution, une fiche explicative à l'arrière. Grosso modo, c'est ce qu'il y a en commun dans ces livres-là que j'ai voulu faire ressortir dans ce cas ici. Est-ce que... Je pense que je m'en tiens à ça. OK. Raoul Ursubi n'était pas content avec l'arrangement. Donc, il s'est mis avec d'autres, des gens influents à Sudbury, comme Napoléon Adam, qui était un commerçant dans le secteur Borgia. Puis, ils se sont présentés comme conseillers scolaires. Généralement, c'était moitié-moitié. Au conseil scolaire, moitié francophone, moitié anglophone. Quand le règlement 17 est arrivé, ils se sont dit, si on veut faire des choses puis on veut résister, on va devoir avoir une majorité absolue. Donc, ils ont présenté des Canadiens français dans chacune des 6 circonscriptions de la ville. Ils en ont fait élire 4. Donc, ils deviennent 4 sur 6. À partir de ce moment-là, ils peuvent faire adopter des résolutions qui leur sont favorables. Puis, généralement, de ce que j'ai observé, c'est à peu près ça. 28 réunions, les Canadiens français sont majoritaires à 27 fois. Pour les décisions prises, cela étant dit, 12 sont indiqués unanimously carried. Ça veut dire que généralement, il y a des votes divisés. Donc, sur plusieurs choses, on n'est pas d'accord ou il y a des abstentions. Donc, c'est une organisation dysfonctionnelle, de toute évidence, mais même si le procès-verbal ne donne pas beaucoup de détails là-dessus. Parce qu'une des raisons, oui, il y avait tout le côté francophobe au règlement 17. L'autre défi, c'est que généralement, les institutrices canadiennes-françaises, c'était des religieuses, n'avaient pas de formation en enseignement, puis les certificats de 3e classe, ça ne valait pas grand-chose. Ce qui fait en sorte que, puis souvent parce qu'elle venait du Québec, elle ne parlait pas anglais elle-même. Comment veux-tu qu'une enseignante qui n'a pas de formation en enseignement et qui ne parle pas l'anglais enseigne l'anglais à des enfants dans les écoles de l'Ontario? On avait quand même des petits défis. Mais une personne à qui on faisait confiance, c'était Sœur Marie Eulalie, qui était la directrice de l'école centrale et qui a été directrice de la totalité des écoles séparées à Sudbury dans les années 1910. On lui faisait pleinement confiance. On recevait un rapport négatif de l'inspecteur qui s'appelait J.P. Finn, néerlandais, en disant « Bon, on te fait confiance, là. Si tu veux jeter ce papier-là aux poubelles, tu peux le faire. Nous, on ne se penche pas là-dessus. On te fait confiance, puis d'ailleurs, on l'a nommée comme représentante au High School Board pour représenter le conseil séparé. Dans l'histoire est très masculine, dans sa manière qu'elle est documentée. C'est le fun parfois de voir des personnages féminins potentiels, même si on parle d'elle. C'est pas elle qui parle, mais on parle d'elle et on a un potentiel d'influence. Notamment dans le cas d'un règlement qui interdit le français. On y arrive. L'idée du conflit dans plusieurs ouvrages, donc généralement sur des différences de point de vue ou des écarts de comportement. Ça revient beaucoup dans les livres de jeunesse. Je pense que dans ce cas-ci, c'est le déclenchement du règlement 17, qui commence quand le gouvernement de l'Ontario a des pressions depuis des années, le gouvernement conservateur. La seule raison qu'on n'avait pas eu de crise scolaire en Ontario, c'est parce que les libéraux avaient été au pouvoir depuis la Confédération. Ils étaient au pouvoir depuis 38 ans.
1905, ils ont perdu l'élection. Wilfrid Laurier a perdu l'élection fédérale en 1911. Là, c'est bleu à Ottawa puis à Toronto. On se dit, on va le faire pendant qu'il est chaud. On commande une enquête sur les écoles bilingues. Francis Merchant a essentiellement démontré que les élèves canadiens-français allaient à l'école moins longtemps, que le résultat scolaire était légèrement inférieur, il faut le dire, à ceux de la majorité. Donc, pas beaucoup inférieur, mais quand même légèrement inférieur. Mais que 90% des écoles bilingues offraient des formations jugées passables. Donc, une espèce de résultat en demi-teinte. Francis Merchant ne dit pas qu'il faut abolir le français en Ontario. Il y a eu de la récupération politique qui s'est faite comme ça pour dire que on a les preuves qu'il nous faut pour mettre fin au français dans les écoles d'Ontario. C'est ce qu'on a fait le 25 juin 1912. On est fin, on a attendu à la journée après la Saint-Jean-Baptiste. Le règlement 17 qui, je vais vous demander, pop quiz, qu'est-ce que ça faisait le règlement 17? À partir de quelle année? Bingo, oui. Ouais, très bien. À partir de la 3e année. Donc, on avait encore la possibilité de faire la transition première, 2e année. 3e année, il fallait que ça soit fini. Règlement 18. Ça, c'est plus technique. Règlement 18, essentiellement, menaçait les conseillers scolaires qui ont le pouvoir de taxation de leur retirer ce pouvoir-là. Ils n'auraient plus le droit de taxer. Donc, finalement, ils ne pourraient plus opérer des écoles. Le règlement 17, c'était la subvention provinciale. Là, c'est peut-être technique, là. À peu près un tiers du financement venait de la province. Les 2 tiers, c'était les taxes scolaires. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus que ça. Moi, j'en sais pas plus que ça. Donc, moi, je n'ai pas retenu plus que ça. L'idée est très claire. We want an end to a third system of racial schools. C'est la citation du premier ministre James Whitney en octobre 1912. C'est l'objectif qui est quand même assez clair. L'ACFEO, l'Association canadienne-française de l'Ontario, qui est l'ancêtre de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, avait été fondée 2 ans plus tôt justement pour aider à combattre ce qui s'en venait. Ils voyaient venir qu'il y allait avoir quelque chose, qu'il y allait une crise à l'horizon. Puis là, essentiellement, on essaie toujours de rattacher le règlement 17 à une espèce de crise pour le Canada, en disant que ça menace l'harmonie qui doit exister entre des sujets britanniques, c'est une atteinte à l'esprit de la Constitution qui met le français et l'anglais sur un pied d'égalité. Je cite l'ACFEO en septembre 1912. C'est essentiellement un effort pour obliger les Canadiens français de s'intégrer à la société anglophone comme les autres minorités ethniques. Sauf que, rappelez-vous qu'on a les conseils séparés où les francophones sont majoritaires. Donc, dans le district de Nipissing, sur 31 commissions scolaires, il y en a combien qui suivent le règlement 17 à partir de 1913 quand ils sont censés le faire? Sur 31, il y en a? 0, j'espère. Non. Wishful thinking, là, mais presque. La moitié. Non, 4. Ouais, je veux dire. Il y en a 27 qui refusent. Qui refusent ou qui n'y arrivent pas. Parce que dans les localités majoritaires, il ne faut pas oublier qu'on a quand même des gens qui sont unilingues francophones, qui ne l'ont pas appris. Dans Prescott-Russell, en 1901, 57 % des Canadiens français sont des francophones unilingues, qui ne parlent pas l'anglais. Donc ça existe aussi. Beaucoup moins à Sudbury, mais dans les régions majoritaires, ça existe encore. On a résisté dans le Moyen-Âge pendant quelques années, selon les rapports, mais que progressivement, en 1916, 17, 18, on a fini par trouver un moyen pour avoir accès à la subvention provinciale. Soit parce qu'on enseignait en anglais plus souvent. Vous avez sans doute entendu cette histoire-là, qu'on avait une pile de livres anglais, qu'on sortait quand on savait que l'inspecteur s'en venait. On se parlait en anglais entre nous, puis là, c'était suspendu une fois qu'on est. On a entendu ça combien de fois? C'est documenté nulle part, cette histoire-là. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Ça veut juste dire que ça n'a pas été documenté. Mais est-ce que ça se peut, très bien, hypothétiquement, que dans ces écoles-là qui se sont conformées au règlement 17, que c'était ce genre de conformité-là qu'il y avait? On peut soupçonner que oui. C'est de la mémoire historique. Ce qui veut dire, c'est peut-être... Ben oui, ça a de la valeur. Ben oui, je suis sûr que c'est vrai. Ou l'esprit est vrai. C'est peut-être factuellement faux, mais l'esprit est vrai. C'est ça des mythes. Factuellement à voix, mais véritable dans l'esprit. C'est-à-dire le sens de... On faisait ce qu'il fallait pour avoir l'argent, mais on résistait pour tout le reste. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'on essaie de dire quand on compte cette histoire-là.
quand on comptait cette histoire-là, c'était essentiellement pour dire on a parfois fait les compromis qu'il fallait pour garder l'école ouverte. Mais on résistait sur tout ce qu'on pouvait résister. Moi, je soupçonne que c'est ça qui est arrivé. Parce qu'il y a deux autres, puis ça, c'est l'histoire du Moyen-Âge, du règlement 17. À Ottawa, c'est on perd nos subventions, les enseignantes sont dans la rue avec leurs épingles à chapeau, ils n'ont pas de salaire. Vraiment, là, c'est le conflit ouvert. Windsor, c'est des Canadiens français assimilés qui acceptent le règlement 17, puis qui ne soulèvent pas de tension, essentiellement. Le Moyen-Âge, c'est quelque part entre les deux. Tu as un peu de résistance, tu as un peu de soumission. Là où on a le plus de mal à recevoir les subventions, Saint-Charles et Chelmsford. En partie, parce qu'on a plus de francophonie unilingue, ils ont peut-être voulu suivre le règlement 17, mais ne pouvaient pas, parce qu'ils ne parlaient pas anglais. Vive Chelmsford. Ben ça c'était, là encore, ça c'est mon hypothèse, mais de ce que j'ai observé dans les tableaux, c'est que Saint-Charles et Chelmsford, ça a plus de difficultés. Je soupçonne que c'était en partie parce qu'ils ne pouvaient pas. Mais voilà, mais c'est correct, c'est correct. À Sudbury, c'est une question. En fait, à Sudbury, on a décidé, on ne mentionne pas qu'on ne va pas respecter le règlement 17, on dit plutôt qu'on va séparer, on va créer des groupes homogènes. C'est ça qu'on décide de faire en 1913. C'est pour ça qu'on a besoin de construire Saint-Louis-de-Gonzague, parce qu'on n'a plus de place, parce qu'on ne veut plus avoir d'école mixte. C'était dans le genre, dans l'intérêt des deux groupes. Pourquoi? Parce que quand on embauche des sœurs grises d'Ottawa, des francophones, mais qui sont bilingues, les petits Irlandais n'aimaient peut-être pas ça, se faire enseigner l'anglais par des francophones. Puis à un moment donné, puis là je parle d'un moment d'humour, à un moment donné, les conseillers irlandais, il y a une résolution qui passe en disant on va appeler la mère supérieure pour faire venir une autre religieuse qui ne coûtera pas cher. Puis ils disent est-ce qu'on pourrait embaucher une Irlandaise peut-être, puis investir. Ils réussissent à en embaucher une. En 1922, le sujet revient de nouveau. Puis il dit, ben nous, on a trouvé des Sisters of Saint Joseph, donc on peut peut-être renvoyer deux religieuses, des sœurs grises à Ottawa. Donc, effectivement, il y a eu des moments comme ça qui sont un peu drôles, où les Irlandais qui sont une minorité au sein du conseil séparé, c'est eux qui n'apprennent pas correctement l'anglais. Comme résolution, ça a pris du temps quand même. Parce que malgré tout ce brouhaha-là, le règlement 17 est demeuré en place pendant 15 ans. Le sénateur Napoléon Bellecour, lui, était d'Ottawa, a beaucoup travaillé à convaincre des anglophones, des Irlandais, à dire que ça ébranlait le pacte fédéral parce qu'effectivement, on a eu une résolution à l'Assemblée nationale du Québec par rapport à l'oppression des Franco-Ontariens. Le premier ministre Louis-Alexandre Taschereau, quand il voulait vendre l'hydroélectricité en Ontario, il a dit « Oui, mais il faut que vous régliez cette affaire-là. Nous, on n'est pas en train d'abolir les écoles pour les anglophones. » Ce qui a fait que le premier ministre Howard Ferguson, en 1925, a commandé une nouvelle étude. Il a appelé son chum Francis Merchant en disant « Bien là, on va donner raison aux deux groupes. Donc, on va nommer un juge orangiste. » L'Ordre d'Orange, c'était des protestants fanatiques qui voulaient l'Empire britannique, puis l'anglais, puis en tout cas partout. Et Louis Côté, qui était un procureur de la Couronne d'Ottawa. On les a mis ensemble en disant « Bon, ben on va produire une nouvelle enquête. » Puis essentiellement, c'est vraiment intéressant parce que le rapport de 1927 dit « Le règlement 17 a été inefficace pour assurer une meilleure transmission de l'anglais. » Qu'est-ce qui semble avoir amélioré les résultats scolaires? C'est l'École de pédagogie de l'Université d'Ottawa qui fête ses 100 ans cette année. Donc, les Oblats, en plein règlement 17, ont dit on va créer une école de pédagogie en français. Vous allez arrêter de nous écœurer avec le fait qu'on n'est pas formé. On va offrir une école pour offrir des brevets aux Canadiennes françaises. L'autre chose, c'est qu'on a décidé de mieux enseigner l'anglais, même si on se conformait au règlement 17. Donc, il y avait des écoles où on n'a pas suivi le règlement 17, puis leur test en anglais était meilleur en 1927 qu'en 1912. Donc, ils disaient, bien, ça n'a pas marché le règlement 17, là, de toute évidence, là, c'est peut-être pas nécessaire de faire ça de cette façon-là. Donc, le 1er novembre 1927, on a abrogé la directive. On ne l'a pas aboli en 1944, mais on l'a abrogé en disant, on a besoin de l'appliquer. Ce qui voulait dire, essentiellement, c'était une victoire, mais ce n'était pas une grande victoire. On a continué à enseigner les mathématiques puis les sciences en anglais au primaire. Parce que l'idée, c'était encore qu'on allait préparer les Franco-Ontariens à aller au high school en anglais.
Sauf que les catholiques astucieux avaient des classes post-élémentaires. Donc, il y avait comme des 9e et 10e années dans leurs écoles, des fois. Puis, ils pouvaient faire financer ça. Puis, l'un d'eux qu'on connaît, c'est Alex Trebek. Il est allé à Saint-Louis-de-Gonzague de première à 10e année. Il est allé à l'Université d'Ottawa. Puis là, il est venu faire à Sudbury 13F. Donc, le Sudbury Sec là, qui prend le crédit pour lui. En fait, il a juste été là 1 an. Il a été 10 ans à Saint-Louis-de-Gonzague. Dans des classes post-élémentaires. Parce que c'était comme ça que ça marchait. Tu vas avoir ton école française jusqu'à 10e année dans une classe post-élémentaire, puis par après, tu vas aller au high school, tu peux avoir un cours en français, mais pas plus. Puis tu avais un foyer francophone. Ils appelaient ça 13F, 9F. C'est ça qui existait jusqu'en 1969. Donc, pour un épilogue, il y a bien des choses qu'on peut dire. Hein? C'est que c'est une histoire qui est un peu épuisante à écouter. Il y a beaucoup de résistance, beaucoup de sueur, beaucoup de déception là-dedans. Mais il y a des petites victoires. Les écoles secondaires, les conseils scolaires, les collèges. 2 universités en 2021. Pardon? La bataille des épines. Oui. Ça aussi, on n'est pas totalement sûr que c'est vraiment arrivé. Mais il y a évidemment la vérité que c'était beaucoup des femmes qui résistaient. Puis je pense que c'était ça qu'on essayait de véhiculer. Que si ça n'avait pas été les femmes qui résistaient, probablement on aurait eu beaucoup plus de difficultés. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Y a-t-il un livre jeunesse là-dedans? Y a-t-il quelque chose, y a-t-il des choses qu'on peut mettre en valeur dans une histoire comme celle-là? Une histoire comme celle-là ou une autre histoire franco-ontarienne? Moi, je vous donne un exemple de quelque chose qu'on est en train de découvrir. Est-ce qu'on peut rejoindre un autre public? Clairement, il y a des choses à inventer. C'est pas une question, là. C'est une affirmation. Je trouve que mes élèves, ils trouvent ça intéressant souvent. Puis, comme que je dis, je suis à Espanola. Puis, Ouais. ils sont très anglicisés. Puis, ils ont pas beaucoup, comme plusieurs ont beaucoup de fierté. Puis, comme on a. Il me semble qu'ils ont appris ça, là, le règlement de cette année, là, comme les 9e. On avait, comme j'avais une petite activité là, plus sur la francophonie. Puis, ils étaient tout insultés. Comme, ils nous ont enlevé le droit d'étudier en français. Rebelle. Tu sais, Ouais, on c'est est rebelle. insultés. Puis, j'étais comme, Ouais. mais tu ne parles jamais. Ouais. Mais ça a éveillé quelque chose. Ouais. Ouais. Puis c'est pour ça que il y a eu une tendance dans les 30 dernières années de représenter l'histoire franco-ontarienne, puis juste l'Ontario français, comme une série de victoires. Oui. Comme on a gagné nos institutions et tout ça, puis tout est fait, tout est beau, puis Ouais. c'est drôle, ça interpelle pas grand monde, cette histoire-là. C'est que ça peut l'être, mais c'est une version incomplète de l'histoire. C'est que l'histoire, c'est aussi se chicaner puis corrompre l'inspecteur. C'est aussi les motivations variées de d'autres groupes minoritaires. Je parle des Irlandais ici. Il y en a d'autres, mais c'est une réalité plus complexe. Je ne sais pas si vous avez pu imaginer des situations, des parallèles. Là. Ça s'est tout passé il y a 100 ans puis 110 ans, là, ça. Là. Mais pourtant, quand on commence à décrire des choses qu'ils disent, qu'ils font, tu commences à voir les humains. Là. Puis tu te dis, ouais, ça ressemble à un tel là, que je reconnais. Ou ça n'est un autre. Ou ouais, je comprends le type de personnalité que ce serait. Là. C'est pas tellement loin de nous. Ça l'est dans certains aspects, mais pas toutes. Puis la question des causes, n'est-ce pas? Une cause, ça peut être beaucoup plus que interpellant que, d'une certaine façon, que même une identité. Oui. Dans le genre, parce que là, justement, il y a comme une négociation de pouvoir. C'est politique. J'ai l'impression c'est plus intéressant qu'une histoire aseptisée, qui est comme juste une chronologie de victoire, on a eu ça, on a eu ça, on a eu ça. Puis qui donne l'impression que l'acteur est impuissant ou inexistant là-dedans. Alors qu'en histoire, on parle c'est Giovanni Levi, qui est un historien italien, qui parle de l'exercice de la liberté limitée. C'est pas vrai que tout est possible, mais c'est pas vrai que tout est impossible non plus. Puis ce que tu as besoin de déterminer, si tu veux maximiser ton impact puis avoir un impact, c'est déterminer quelle liberté limitée à laquelle tu as accès. Puis où est-ce que tu peux agir? Où est-ce que tu peux faire une différence? Puis souvent, c'est dans des questions souvent plus locales que nationales ou internationales. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, mais souvent, là où tu as des opportunités, où tu as des réseaux, où il y a des choses qui peuvent se passer, c'est souvent dans cette liberté limitée-là. Oui? Allez-y. Je peux dire quelque chose qui est bien intéressant que j'ai réfléchi. On a aboli un peu la fête à Sainte-Catherine dans notre conseil avec Marguerite Bourgeois, là, avec Oui. tout ce qui se passait.
moi, on pousse, j'éduque beaucoup en 5 et 6. La journée du chant des oranges, on commence au mois de septembre avec le mois de la réconciliation. Puis là, Ouais. c'est comme, tu sais, les élèves ont assez entendu parler de ce qui se passe depuis quelques années, qui ont comme maintenant associé parce qu'ils connaissent plus de religieuses eux autres. Tu sais, ils n'en connaissent pas. Moi, Ouais. j'ai grandi en connaissant des prêtres et des religieuses dans ma vie. Donc, je sais que c'est pas tout le monde qui est comme pareil, c'est comme les enseignants, c'est Ouais. n'importe quoi. Mais c'est ça, je me dis, c'est qu'avec à remettre dans une histoire historique Ouais. un personnage, parce que c'est vraiment plusieurs des gens qui ont vraiment fondé l'éducation dans le pays, c'est des religieuses. Puis, Ouais. mais là, l'élève, là, qu'aujourd'hui, qui voit la religieuse puis qui pense école résidentielle, Ouais. il y a ce côté-là que je me trouve ça dis. de valeur. Ouais, Puis, ouais, ouais. puis je me dis, moi, c'est ça, c'est que l'élève ne connaît pas une religieuse, puis pour eux, là, c'est rendu un personnage obscur, un personnage vilain. Tandis que pour Ouais. moi, c'est comme, il faut célébrer quand même, c'est les religieuses d'autrefois là, qui ont vraiment, c'est Ouais. eux là, qui nous ont éduqués, donc comment, c'est ça, là, je me dis, quand tu vas faire les personnages, Ouais. c'est ce défi-là, de comment. Puis ça dépend comment on les dépeint. Puis je pense que vous avez dit par rapport à Sœur Ouatier ou Sœur Marie-Eulalie, c'est que c'est d'abord c'est des entrepreneurs. Et souvent, c'est des femmes qui ne voulaient pas être mères au foyer. Ça m'avait frappé quand je suis allé faire un stage en Haïti. Je rencontrais des jeunes religieuses. Puis là, je voyais le profil. Je voyais le profil de moi, j'ai l'intention de faire ci et ça. Dans une société très traditionnelle qui n'a pas beaucoup de place pour les femmes dans toutes les options auxquelles les hommes ont accès. Donc, dans ce contexte-là, Sœur Marie-Eulalie, c'est quelqu'un à qui on fait confiance. C'est elle qui exécute tout ça. C'est pas les conseillers. Oui, les conseillers ont le pouvoir, puis c'est eux qui décident sur le conseil d'administration. Mais elle, au jour le jour, là, c'est elle qui est sur le terrain, là, en train de faire en sorte qu'on va peut-être suivre le règlement 17, mais il y aura très peu de conséquences pour nos élèves. Puis au contraire, je n'ai pas beaucoup parlé de cet aspect-là, mais tout de suite, à quand le règlement 17 est terminé, elle a convaincu Laberge, qui avait été un maire de Sudbury, de se présenter au High School Board puis de faire financer jusqu'à la 12e année à Saint-Louis-de-Gonzague. Donc de 30 à 39, 9 à 12, puis le conseil public payait l'école catholique pour offrir la 11e puis 12e année bilingue à Saint-Louis-de-Gonzague. Là. Ils l'ont fait, puis là, quelqu'un à Toronto a eu une nouvelle comme tu peux pas faire ça, c'est illégal ça. Mais pendant 9 ans, ça a existé. Donc, il y avait de l'audace là-dedans aussi, là, de juste dire il y a les règlements, on peut trouver ça absurde, on peut trouver les lois absurdes, puis en tant que citoyen, on peut contester certaines choses qu'on trouve absurdes, comme un règlement scolaire, mais ça peut être autre chose aussi. Puis je pense que ça, c'est. Comment dire, ça peut être utile dans l'éducation citoyenne, de dire tu as une liberté à exercer. Tu n'es pas totalement impuissant. Parce que moi, je trouve que c'est ça qui est plate aussi avec les jeunes aujourd'hui. Ils viennent de sortir de la pandémie, puis ils ont l'impression qu'ils ne peuvent rien changer, qu'ils font juste subir le monde. Puis ça, c'est pas. Il y a beaucoup de ça qui est vrai, mais c'est inexact.